L'idée d'une sexualité dès la naissance ne repose sur aucun argument scientifique. C'est d'ailleurs un argument que nous présente, cet argument, il n'y a pas que l'OMS qui le présente, il y a aussi les pédophiles, pédocriminels. Le simple fait de montrer des images à caractère sexuel à un enfant qui n'est pas du tout, par définition, en capacité de réceptionner ces représentations, crée du traumatisme. Les traumatismes psychiques, on n'en est pas conscient tout de suite. Si vous avez un accident de voiture quand vous êtes enfant, crac, la jambe est cassée tout de suite. Tandis que les traumatismes psychiques, vous pouvez ne pas vous rendre compte du traumatisme au moment de l'enfance. Ça va donner des adultes qui ont des addictions, en particulier des addictions à la sexualité, mais à la sexualité, notamment à la pornographie, etc. Donc quelque chose qui n'est pas vraiment très épanoui. Ça va donner des adultes qui sont dans l'impulsivité, dans la violence, dans la délinquance, ou des adultes suicidaires et dépressifs. Bonjour Ariane Biran, bonjour Régis Bruno. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Ariane Biran, je rappelle que vous êtes philosophe, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie. Vous êtes aussi l'auteur d'une trentaine d'ouvrages en lien avec ces thématiques. Régis Bruno, vous êtes pédiatre et pédopsychiatre, ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris et ancien maître d'enseignement et de recherche à l'université de Lausanne. Vous avez aussi été expert auprès des tribunaux et vous êtes l'auteur de plusieurs livres consacrés à la pédiatrie. Aujourd'hui, nous allons parler des dérives liées à l'éducation à la sexualité des enfants et à l'idéologie qui les sous-tendent. Nous allons notamment revenir sur deux textes particuliers, la Déclaration internationale des droits sexuels publiée en 2009 par la Fédération internationale pour la planification familiale, une ONG qui collabore notamment avec l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Et nous allons aussi évoquer les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, un document publié en 2010 à l'initiative de l'OMS. Alors Ariane Biran, vous avez analysé ces documents dans le livre « L'imposture des droits sexuels », paru en 2017 et qui a fait l'objet d'une 5e réédition l'an dernier. Régis Bruno, vous avez également évoqué ce sujet dans votre livre « Préserver l'innocence des enfants », publié en 2020 aux éditions du Bien commun. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objet de ces deux textes, à qui s'adressent-ils et sur quel fondement scientifique reposent-ils ? Alors pour la Déclaration des droits sexuels, tout simplement qui est soutenue par le Planning familial international, hein, c'est le texte du Planning familial international qu'il faut prendre dans sa version intégrale parce qu'il y a les versions abrégées. Alors l'objet du texte, je vais le lire, c'est « Toute personne a le droit d'être reconnue devant la loi et à la liberté sexuelle, ce qui implique l'opportunité pour chacun d'exercer le contrôle sur et de décider librement de ce qui touche à sa sexualité, de choisir ses partenaires sexuels, de chercher à explorer son potentiel sexuel et à faire l'expérience du plaisir, et ce, dans un contexte non discriminatoire, en tenant pleinement compte des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. » Ça, c'est l'objet du texte. Et pour les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, alors qu'ils s'adressent aux décideurs politiques, autorités compétentes en matière d'éducation et de santé et les spécialistes, l'objet est de développer le potentiel sexuel de l'enfant et le droit de tous à l'éducation sexuelle partout dans le monde et tout au long de la vie. Voilà, en clair, ce sont des textes qui sont promus et soutenus par l'OMS pour induire l'idée qu'il y aurait une sexualité dès le plus jeune âge, des 0 ans, hein, pour les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Alors par exemple, entre 0 et 4 ans, eh bien, l'enfant va apprendre, hein, c'est une matière de compétences, il va enclencher des compétences en sexualité. Entre 0 et 4 ans, le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. Alors, il faut bien comprendre, dans ce texte, il est indiqué que l'adulte est partenaire de l'enfant pour cet enseignement. Il va aussi apprendre la découverte de son propre corps et de ses parties génitales, le fait que le plaisir lié au contact physique est un aspect normal de la vie de chacun, et la tendresse et le contact physique comme une expression de l'amour et de l'affection. C'est un exemple, hein, il y a beaucoup d'enseignements.
Il va aussi apprendre les bonnes et mauvaises expériences de son corps, qu'est-ce qui provoque un bon ressenti, sensation. On est quand même en matière sexualité. Alors dès l'âge de 0 ans, pour l'OMS, il est très important de déconditionner l'enfant des déterminants sociaux et culturels de la sexualité. Alors notamment les rôles, c'est qu'on lui enseigne les rôles sexuels, l'influence de l'âge sur la sexualité, les normes concernant la nudité, les règles sociales et les valeurs et normes culturelles. Et ensuite, je vous prends d'autres exemples. Entre 4 et 6 ans dans ces enseignements, on va retrouver le plaisir et la masturbation enfantine, etc. Mais aussi les sensations liées à la sexualité, proximité, plaisir, excitation, donc entre 4 et 6 ans, comme faisant partie de la gamme des sensations humaines. Alors, on nous précise gentiment qu'elles doivent être positives, n'inclure aucune coercition, donc les sensations liées à la sexualité, donc entre 4 et 6 ans. On va aussi leur enseigner l'amitié, l'amour envers des personnes du même sexe, entre 4 et 6 ans. On va aussi, pareil, je prends d'autres exemples d'âge, entre 6 et 9 ans, les droits sexuels des enfants, l'influence positive de la sexualité sur le bien-être. On va aussi retrouver alors je vais essayer de vous trouver les rapports sexuels, voilà, les rapports sexuels entre 6 et 9 ans. Le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, masturbation, autostimulation. Voilà. Entre 9 et 12 ans, le plaisir, la masturbation, l'orgasme. Je rappelle que c'est un enseignement. Cet enseignement dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe ne concerne pas que l'école, mais toutes les structures socialisantes de l'enfance, très important. Donc les lieux de loisirs, le sport, la musique, enfin tous les lieux où existent des enfants et où il y a une socialisation de l'enfant. Donc c'est quand même très très important. On va leur enseigner également, donc toujours les droits sexuels. Ça c'est très important. Donc les droits sexuels, c'est la déclaration des droits sexuels. Je vais prendre d'autres exemples. Parce qu'il y a aussi dans les droits sexuels la question de la reproduction. Donc on va leur enseigner par exemple entre 12 et 15 ans les connaissances liées au corps, l'image du corps. Alors, il y a un enseignement sur la boulimie, le piercing, le tatouage. Ensuite, on va trouver d'autres enseignements comme la grossesse dans les couples du même sexe et l'infertilité, donc 12 et 15 ans. Et donc c'est un mélange entre des enseignements biologiques et puis des enseignements idéologiques. Comment jouir de la sexualité de manière adéquate. Donc ça c'est quand même assez intéressant. L'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, y compris le coming out et l'homosexualité, donc entre 12 et 15 ans. Et puis, alors il y a énormément d'enseignements, comme vous pouvez le voir. Il y a évidemment des enseignements de prévention, par exemple sur le VIH, mais qui sont mélangés à toutes sortes d'enseignements extrêmement problématiques. Les bébés sur mesure, voilà, la génétique, c'est un enseignement. Et puis, à partir de 15 ans, il est prévu un enseignement sur les relations sexuelles de nature transactionnelle, prostitution, sexe en échange de petits cadeaux, repas, sorties, petites sommes d'argent, pornographie, addiction, dépendance sexuelle, etc. Il y a quelque chose aussi qu'on doit absolument préciser dès maintenant, c'est que cet enseignement peut être fait à n'importe quel moment par n'importe qui. C'est vraiment quelque chose qui peut être fait en n'importe quelle circonstance d'après ce texte. Voilà, j'ai essayé de résumer. C'est-à-dire de façon pluridisciplinaire, il n'y aura pas un cours dédié à l'éducation et à la sexualité, ça peut être fait pendant le cours d'histoire, Absolument, c'est en tout cas ce qu'indique ce texte, c'est que l'enseignement est effectivement multidisciplinaire et qu'il peut être fait à n'importe quel moment, en n'importe quelle circonstance, et multisectoriel.
donc c'est-à-dire l'éducation sexuelle scolaire. Il y a d'autres secteurs par le biais de coopération avec des partenaires dans et en dehors de l'école. Voilà. Et l'éducation sexuelle doit être interdisciplinaire. Ces thèmes peuvent être abordés de différents points de vue sous différents aspects. On va évoquer aussi les fondements, entre guillemets, scientifiques sur lesquels reposent ces textes. Et peut-être avant aussi, dans quelle mesure, en fait, ces enseignements préconisés par l'OMS et la Fédération internationale pour la planification familiale trouvent-ils une traduction, en fait, concrète, par exemple, en France? On sait, par les retours de terrain, que ce qui est enseigné aux intervenants à l'éducation sexuelle, c'est ni plus ni moins que ces programmes, c'est-à-dire l'idéologie de ces programmes, qui se fondent sur la sexualité supposée de l'enfant dès la naissance. Donc, on voit bien que, après peut-être Régis parlera des références dites scientifiques, moi je vais simplement évoquer les références sur lesquelles ces textes se fondent, qui sont difficilement qualifiables de scientifiques, sur les références de l'OMS. Il y en a essentiellement deux. La première, c'est SIECUS. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de SIECUS. SIECUS, S-I-E-C-U-S, c'est un organisme qui a été lancé en 1964 à l'Institut Kinsey, avec pour objectif enseigner l'idéologie de Kinsey via l'éducation sexuelle dans nos écoles. Ça vient des États-Unis. La première responsable a été le docteur Mary Calderon, une ancienne directrice médicale du planning international. On voit toutes les ramifications. SIECUS a lancé une série qui s'appelle des directives pour une éducation sexuelle complète, avec l'idée que seuls des enseignants formés par des partisans de Kinsey seraient autorisés à entrer dans les salles de classe américaines. Avec des ouvrages sexuellement explicites proposant des images à destination des enfants. Alors, on est obligé de revenir un tout petit peu sur l'équipe Kinsey, sur cette grande imposture scientifique qu'avait dénoncée la professeure américaine Judith Reisman. Kinsey était un entomologiste qui a été financé par Rockefeller à l'Université d'Indiana pour faire des recherches sur la sexualité humaine. En réalité, ces recherches ont été extrêmement orientées et sur l'échantillon pour faire ces recherches, sur 4120 hommes, 3526 étaient des déviants sexuels avérés, dont 1600 délinquants sexuels et psychopathes incarcérés. Nous avons eu plusieurs témoignages mis en évidence par Judith Reisman sur l'équipe travaillant aux côtés de Kinsey. Par exemple, un certain Paul Gebhardt qui va reconnaître qu'ils ont utilisé des pratiques pédocriminelles, qu'ils ont refusé de coopérer avec des autorités pour arrêter des pédophiles. Et le livre « Le comportement sexuel de l'homme » de Kinsey a impliqué l'exploitation de 1475 nourrissons et garçons en vue d'obtenir des informations sur un prétendu orgasme. C'est l'objectif principal de SIECUS, donc cette fameuse référence de l'OMS, c'est explicitement, d'après le docteur Calderon, c'est permettre de façon très large et profonde la prise de conscience de l'importance vitale de la sexualité des nourrissons et des enfants. Donc ça, c'est une citation de 1980. C'est extrêmement problématique. Judith Reisman a démontré le caractère extrêmement nuisible et a trouvé aussi d'anciennes victimes de Kinsey. Donc, par exemple, dans un livre « Sexual Behavior in the Human Male », Kinsey affirme sa capacité à démontrer que le plus petit des bébés est en mesure d'avoir un orgasme, que l'activité sexuelle serait naturelle chez l'animal humain dès la naissance. Et dans quelle mesure, en fait, les travaux justement d'Alfred Kinsey ont influencé la perception actuelle des questions liées à l'éducation à la sexualité? Alors en fait, toute l'éducation à la sexualité est née, tout le concept et même le terme éducation sexuelle ou éducation à la sexualité est né dans cette officine SIECUS du laboratoire de recherche financé par Rockefeller de Kinsey. Alors, je vais prendre donc la définition de l'orgasme. Pour Kinsey,
Un bébé agité se calme dès la première stimulation sexuelle, perd tout intérêt pour d'autres activités, entreprend des poussées pelviennes rythmiques, se tend à l'approche de l'orgasme, pris de convulsions, souvent agité de violents mouvements des bras et des jambes et pleure parfois au moment de l'orgasme. Il a le regard vague, fixe et vide et est pris de spasmes soudains. Alors ce qui se passe, c'est que toute l'éducation sexuelle, déjà, comme je l'ai précisé à plusieurs reprises, on n'éduque pas un enfant à la sexualité de toute façon parce que on n'éduque pas à une pulsion. Premièrement, l'éducation c'est fait pour réfréner les pulsions. Et deuxièmement, les enfants n'ont pas de sexualité. Donc cette idéologie d'attribuer une sexualité à l'enfant provient de l'Institut Kinsey, provient ensuite de Sieckus, qui a inondé les États-Unis à travers différents programmes pédagogiques et une intrusion dans les écoles, et ensuite a inondé la planète entière à travers aujourd'hui l'OMS. Sieckus est la première référence. Il y a une deuxième référence qui est SENSOA. Alors, ce sont essentiellement les deux références de l'OMS. Alors SENSOA, c'est, je le trouve là, c'est une association militante belge pour les droits sexuels. Il y a aussi une autre référence qui est le Rutgers NISO Group, le planning familial national des Pays-Bas. Donc on est sur une auto-validation tautologique. Ce sont les dites données scientifiques, quand on creuse, de l'OMS. Et alors que valent, selon vous, ces données justement supposées scientifiques sur lesquelles s'appuie l'OMS ? Absolument rien du tout, c'est-à-dire que ça a été... Le New York Times a dénoncé Sieckus comme étant une association pro-inceste. On a également ça a été dénoncé en fait, évidemment par tout le travail de Judith Reisman. Ça a été qualifié de science de pacotille. Donc ça ne vaut rien du tout, ça n'a rien à voir avec de la science, aucune connaissance du psychisme de l'enfant, aucune connaissance des traumatismes qui peuvent être infligés via le fait de montrer des images à caractère sexuel, etc. aux enfants. On n'a pas consulté des pédopsychiatres ni des psychologues de l'enfance. Et c'est à partir de recherches, entre guillemets, pédophiles, qu'aujourd'hui, nous avons l'éducation sexuelle. Alors évidemment, l'éducation sexuelle, comme il s'agissait de pénétrer dans les écoles et d'intruser les États, elle n'a pas montré son vrai visage dès le départ. On nous a expliqué que c'était une gentille prévention, telle que nous l'avons connue d'ailleurs au niveau de l'adolescence, contre les MST, que c'était pour lutter contre les grossesses indésirables, et tout le monde ne peut être que d'accord avec cette prévention-là. Mais c'était le cheval de Troie, c'est-à-dire que derrière, petit à petit, il y a une confusion terrible dans ces programmes, puisque à la fois, il peut y avoir des modules pour lutter contre l'abus, mais qui sont au sein d'un programme qui est abuseur et transgresseur, donc qui n'ont aucune valeur en fait. Peut-être docteur Bruno, justement sur cette question des références scientifiques. Alors c'est très simple. Il n'y a c'est une affirmation qui est dans l'OMS. Tout est basé sur l'affirmation de l'existence d'une sexualité dès la naissance. Alors, on trouve même des textes rédigés, en particulier au Canada, mais dans des organismes de prestige, référencés au niveau de l'enfance, comme quoi la sexualité existerait même dans le ventre de la mère, in utero, avec la masturbation vue à l'échographie. Donc vous voyez à quel niveau de vérité scientifique on en est. Il n'y a aucun argument, l'idée d'une sexualité dès la naissance ne repose sur aucun argument scientifique. C'est d'ailleurs un argument que nous présente, cet argument, il n'y a pas que l'OMS qui le présente, il y a aussi les pédophiles pédocriminels. Quand on est amené à examiner des pédophiles pédocriminels au moment où il va falloir qu'ils sortent après une condamnation, eh bien, j'en ai entendu plusieurs me dire « mais de quoi vous vous mêlez ? Moi, je fais du bien aux petits-enfants, je leur apprends tranquillement la sexualité. » Donc, cette affirmation ne repose sur rien du tout, et elle est tout à fait anormale, on va dire, par rapport à ce qui se passe dans le développement habituel de l'enfant. Pour le développement habituel de l'enfant, il y a des éléments qui dépendent
on peut dire de pulsions effectivement, qui dépendent d'une croissance de l'organisme et qui se mettent en place toutes seules. Après, un certain nombre, une évolution préparatoire à cela. Je traduis en termes concrets. Pour marcher, un bébé a des jambes à la naissance, on ne dit pas qu'il marche. Il peut bouger ses jambes, il gigote, mais on ne dit pas qu'il marche. Il va falloir un certain nombre de mois d'évolution et des acquisitions antérieures, ce qu'on appelle des prérequis, pour que le bébé puisse marcher. Il faut qu'il tienne son torse déjà, qu'il tienne sa tête, qu'il tienne son torse, donc une croissance tonique de l'axe du corps. Il faut qu'il ait la notion de l'équilibre, donc du vestibule. Il y a tous des points de développement avant qu'un bébé puisse marcher. Et on ne lui apprend pas à marcher, en fait. On peut l'aider à marcher, mais il n'y a pas d'apprentissage de la marche. On apprend à faire du vélo, mais on n'apprend pas à marcher. C'est la même chose pour la parole, pour le langage. Un bébé, il va pleurer, il va ensuite faire peut-être des babillements, hein, mais au début il a les cordes vocales, mais elles sont adaptées au moment de la naissance à attirer l'attention de sa mère quand il est dans un besoin. Mais on ne dit pas qu'il parle, il va falloir là aussi un certain nombre de stades de développement, c'est-à-dire qu'il ait bien sûr la croissance des organes phonatoires, la croissance de l'audition, et puis il va se mettre à babiller et ensuite à acquérir la communication avec autrui. Il faut que la communication se mette en place pour qu'il puisse ensuite l'utiliser en parlant, mais là aussi, si on peut dire ça comme ça, la marche, la parole, ce sont finalement des pulsions sur un support. Il y a une pulsion avec un support biologique, et tant que le support biologique n'est pas en place, il n'y a pas de langage. Hein. C'est exactement la même chose. Si, dans l'hypothèse qu'il y aurait une sexualité dès la naissance, eh bien ça voudrait dire que c'est totalement différent de tous les autres modes du développement neuropsychique de l'enfant. Ça voudrait dire que la sexualité est là d'emblée, et qu'il y a simplement des façons, enfin des modes de l'exprimer différents. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Et donc à partir de ce moment-là, on est dans un dogme, puisqu'en fait il n'y a pas de vérité scientifique. Donc une des bases de ce dogme, c'est la méconnaissance du développement des enfants. La sexualité, c'est aussi quelque chose qui a un support biologique avec des transformations. Il y a un moment où elle se met en place grâce à la puberté, où il y a des transformations qui viennent, exactement d'ailleurs comme les autres stades, secteurs du développement qui se précisent d'abord au niveau cérébral, de transformation de la puberté avec tous les effets que ça va avoir. Les effets somatiques, hein, c'est-à-dire organiques, anatomiques et physiologiques, mais psychologiques aussi. Hein. Nos hormones sexuelles, elles, travaillent au niveau cérébral dans notre PC. Et donc, dans ce dogme, il y a une méconnaissance, le dogme de la sexualité de la naissance, il y a une méconnaissance totale du développement des enfants, et on ne connaît, même, je dirais, aucun mammifère pour lequel il y aurait une sexualité dès la naissance. Il faudrait qu'on nous montre ça déjà. Or, nous sommes des mammifères. Il y a l'intrusion du monde des adultes dans le monde des enfants. Et en fait, tout le problème se situe à ce niveau-là, puisqu'en fait, au lieu de considérer le développement des enfants, ils appliquent le mode de pensée des adultes à celui des enfants. Il y a là-dedans aussi la confusion entre la présence d'un organe et sa fonction. Ce que je viens de développer avec l'histoire des jambes, etc. Les organes qu'on appelle génitaux, il n'y a pas de génitalité à la naissance, ils servent au début, que ce soit le garçon ou la fille d'ailleurs, en particulier à l'élimination de l'urine. Hein, ils n'ont aucune fonction génitale et ils ont une sensorialité, mais ils n'ont pas une sexualité parce que l'autre base de ce dogme, c'est la confusion entre la sensorialité et la sexualité. Tout ce qui est du niveau de la sensorialité est vu à l'aune sexuelle, ce qui n'est pas une réalité. Si je résume la question scientifique, c'est est-ce que chez l'être humain, c'est effectivement la sexualité présente dès la naissance, et ça serait tout à fait bizarre et contraire à ce qui se passe d'habitude, donc il faudrait nous montrer
C'est vrai que l'OMS, elle dit que l'éducation sexuelle basée sur des preuves scientifiques. Mais moi, je suis entièrement d'accord, nous sommes entièrement d'accord, mais il faudrait qu'il les montre, ces preuves, que le développement, la présence de la sexualité dès la naissance, alors pas les preuves de Kinsey, hein, ça c'est les preuves que les pédocriminels savent très bien se débrouiller pour aboutir à leur fin. Et comment vous expliquez que cette théorie justement de la sexualité précoce, si elle ne repose sur aucun fondement scientifique, finalement ait une telle influence aujourd'hui, que ce soit à travers l'OMS ou peut-être aussi à travers certains professionnels de santé qui s'y réfèrent? Alors, quand on voit, il y a tout un tas de références bibliographiques à la fin, mais toutes les références bibliographiques partent du principe que l'enfant a une sexualité. Il renvoie toujours l'Institut Kinsey, dans le fond. Alors, les gens sont même maintenant, c'est devenu un dogme. Donc, comme c'est devenu un dogme, tous les gens en sont persuadés. Quand je parle de ça avec mes confrères pédiatres, etc., ils ne répondent pas. C'est plutôt pour eux aussi, c'est devenu un tabou. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Alors, il y a aussi les gens qui n'en pensent pas moins, mais qui se taisent pour les raisons que disait Ariane. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop dépasser la tête, quoi. Hein, ça risque d'être dangereux, etc. J'ai eu plusieurs collègues pédiatres qui m'ont dit « Oh, tu sais, il faut vraiment faire ce qu'on peut pour qu'il n'y ait pas de pédophiles, mais ne dis pas ça. » Oui, c'est dangereux d'attaquer l'OMS. Voilà, c'est dangereux d'être à contre-courant de la pensée dominante. Alors pourquoi les pensées dominantes? Ben ça, alors là, c'est un grand mystère qui ne s'applique pas que à ça. Il y a des pensées dominantes qui se diffusent beaucoup avec des opinion leaders. Hein. Vous savez, quand on fait du commerce, il faut toujours trouver un opinion leader. Hein. Oui, alors... follower, on dit maintenant, je crois. Il y a quand même enfin, énormément... pas les followers, un influenceur, pardon. Il y a quand même énormément de financements qui sont attribués à la promotion de la santé sexuelle. Il y a des certifications en santé sexuelle qui vont promouvoir et enseigner, y compris... j'ai eu des témoignages, par exemple en France, d'enseignants qui ont reçu ces enseignements de Kinsey via de la soi-disant prévention. Donc il y a une infiltration d'idéologie très appuyée, très soutenue financièrement, qui a eu lieu d'abord aux États-Unis. Alors je voulais juste revenir sur... les alertes qui ont été... il y a eu le Lancet, qui a... donc Judith Reisman, bien sûr, plusieurs universitaires. Et ça fait des décennies qu'il y a des alertes, en fait, sur ces travaux, entre guillemets, de Kinsey. Je me suis trompée dans la référence tout à l'heure, c'est le Times Magazine, en 1980, a conclu que le CIECUS faisait partie d'un lobby universitaire pro-inceste menant une campagne pour ébranler le tabou de l'inceste. Et sur les sciences de pacotille, c'est quand même l'American Legislative Exchange Council, 2004, qui a illustré la connexion entre Kinsey, CIECUS et le planning familial et a dénoncé les études de Kinsey comme étant des sciences de pacotille qui sont enseignées aux enfants américains par l'éducation sexuelle. On le voit aussi à travers les discours dans ces textes qui sont qu'il faut respecter le consentement de l'enfant, mais par définition, un enfant n'est pas consentant. Il ne peut pas l'être, il n'a pas acquis la maturité psychique du consentement. Et il y a une autre notion qui est la citoyenneté sexuelle, c'est-à-dire que l'enfant serait citoyen sexuel. Déjà, ça ne veut rien dire, en fait, la citoyenneté sexuelle, mais c'est très pernicieux parce que c'est comme si il y avait l'idée que du moment que l'enfant était consentant, c'était OK, mais c'est complètement... la pédophilie fonctionne toujours par le jeu, par l'approche séductrice de l'enfant et rarement par une contrainte avérée sauvage. Alors, je vais quand même donner la définition de l'équipe Kinsey de l'absence de consentement, c'est quand même intéressant. Donc, c'était dans la revue Sexologie, donc on avait John Monnet et d'autres collaborateurs. John Monnet, c'est le pionnier du changement de sexe par la chirurgie chez les jeunes enfants. Alors, l'absence de consentement, par exemple en cas de viol, voici leur définition. Il doit être démontré que la femme s'est battue comme une tigresse, il doit être prouvé qu'elle a résisté de toute sa force et avec tous les moyens à sa disposition
poings, pieds, ongles, dents, cris, etc. Certains experts sont d'avis qu'il est impossible pour un homme de violer une femme en bonne santé et de force moyenne. Donc ça, c'est la notion de consentement. Donc on peut bien imaginer ce que ça donne avec les enfants de cette même équipe qui est reconnue et promue par l'OMS. Alors ce qui est clair, c'est que les enfants, ils sont toujours d'accord pour jouer. Ou pour un câlin. Jouer, c'est-à-dire que les moyens de séduction chez les petits, moi j'ai plus d'expérience chez les enfants d'âge scolaire, on va dire, enfin avant la puberté, les moyens de séduction, c'est crayon de couleur, petits avantages dans des groupes d'enfants, panini, les petites étiquettes vignettes de football. Sucreries. Oui, bonbons, etc. Mais c'est des choses vraiment... Le pédocriminel, il s'intéresse d'abord à savoir quelle va être sa stratégie. Qu'est-ce qui plaît à l'enfant? Et c'est adapté. Voilà. Après... Ça commence comme ça, c'est jamais un moyen de séduction sexuelle. Après l'enfant, et c'est répété. Alors bien sûr, moi j'ai été surtout confronté à des histoires au pénal et des cours d'assises, et donc évidemment les cas les plus qui émergent. Mais c'est répété parce que l'enfant, il est dans le jeu ou dans la tendresse, et comme il n'a pas encore de sexualité, il ne peut pas comprendre l'objectif de l'adulte en fait. Et donc, il y a finalement, on peut dire qu'il est d'accord, mais il est d'accord pour jouer, pas pour de la sexualité. Et que c'est souvent qu'après, au bout d'un moment, j'ai plusieurs exemples comme ça, où l'enfant, en particulier les petites filles qui sont plus tôt pubères que les petits garçons, au bout de quelques années, se rendent compte que, quand elles commencent à approcher la puberté, elles se rendent compte que le jeu, ce n'est pas un jeu si anodin que ça. Et puis, très vite, elles se rendent compte aussi, ou ils se rendent compte que quand ils veulent arrêter, etc., parce qu'ils se rendent compte à un moment que c'est malsain, ils n'en parlent pas forcément à leurs parents, parce qu'ils savent que c'est un jeu interdit. Ils sont conscients de ça, les enfants, très vite. Mais ils ne savent pas ce que c'est que la sexualité. Donc, c'est un jeu dont ils savent quelque chose, qu'à un moment que ça ne va pas, mais ils ne savent pas quoi exactement. Même si en plus ça satisfait leur curiosité, et qu'en plus ils peuvent éprouver, c'est vrai, du plaisir, un plaisir sensoriel, voire plus quelque chose, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont embarqués dans des histoires d'orgasme, effectivement, des petits, avec éjaculation de liquide séminal, avec des choses comme ça, et donc ils éprouvent un plaisir à ce moment-là. Donc les enfants sont dans une situation très, très embêtante, et puis des fois il y a du chantage derrière, c'est-à-dire que si tu le dis à tes parents, ou si tu fais ça, ceci, cela, il y a des rétorsions présentes, et les enfants se trouvent pris dans la nasse, on va dire, ils ne peuvent plus s'en sortir. Oui. C'est ça la réalité en fait. Je voudrais appuyer ce que tu dis, Régis, par le fait que dans ces textes de l'OMS, le critère c'est le plaisir. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que nous, on parle de maturité psychique et de traumatisme. Si on prend comme critère le plaisir, eh bien, il faut bien savoir que, par exemple, et on a des études en psychologie, des personnes qui sont gravement torturées peuvent déclencher des mécanismes qui sont des drogues de l'organisme et qui vont déclencher des dits orgasmes. Est-ce que vraiment ils étaient consentants à être torturés? Non. Donc ce critère de plaisir ne peut pas être un critère pour parler d'un consentement. C'est extrêmement important. Et souvent, c'est très tabou, mais sur des personnes qui ont été victimes de viols ou de transgressions sexuelles, il y a pu y avoir ce mécanisme qui est tout simplement le corps, comme quand il a une très grande douleur, il peut déclencher des drogues internes pour anesthésier la douleur. C'est exactement la même chose. C'est quelque chose dont les victimes ont extrêmement honte, puisqu'elles se disent, mais si j'ai éprouvé ça, c'est que j'étais coupable ou consentant, alors que, eh bien, la sexualité, les transgressions sexuelles, ça implique un consentement de l'être dans sa maturité psychique. Donc, à partir du moment où on vient effracter ou aller solliciter des organes de façon mécanique, eh bien, ça n'a absolument rien à voir avec un consentement. C'est même une transgression supplémentaire, avec des problématiques de traumatisme et de culpabilisation de la victime supplémentaire.
Donc c'est extrêmement important d'insister sur ce point, parce que tous les textes de l'OMS, c'est ce fameux droit au plaisir. Et je voudrais rajouter sur cette histoire d'infiltration idéologique, par exemple, moi j'ai eu des témoignages dans différents endroits, mais également universitaires, hein, ces certifications en santé sexuelle. Là, dans une université, je vous prends une citation. Donc c'est au Québec, hein, à l'université de Laval. La référence c'est Kinsey, c'est totalement assumé. On explique que de très jeunes enfants ont vécu un orgasme et que c'est la même réponse sexuelle que chez les adultes et qu'il leur manquerait juste le vocabulaire pour confirmer leur état. Oui, parce que vous soulignez tous les deux dans vos livres que le fait de ne pas respecter l'immaturité physique et biologique des enfants, finalement revient à leur infliger un véritable traumatisme et qui risque d'abîmer leur psychisme de façon durable. Qui va indubitablement détruire leur capacité de se déployer correctement et justement d'avoir une sexualité épanouie à l'âge adulte. Donc c'est vraiment l'inverse de ce qui est invoqué. L'effraction traumatique sexuelle est la pire qui puisse être infligée à un enfant, le pire traumatisme, surtout quand c'est par personne ayant fonction d'autorité. Le simple fait de montrer des images à caractère sexuel à un enfant qui n'est pas du tout, par définition, en capacité de réceptionner ces représentations, crée du traumatisme. La conséquence du traumatisme, elle est la suivante. Ça va donner des adultes qui ont des addictions, en particulier des addictions à la sexualité, mais à la sexualité, notamment à la pornographie, etc. Donc quelque chose qui n'est pas vraiment très épanoui. Ça va donner des adultes qui sont dans l'impulsivité, dans la violence, dans la délinquance, ou des adultes suicidaires et dépressifs. Les conséquences d'un traumatisme sur un psychisme en particulier, plus l'enfant est jeune, plus ça va être gravissime. Et plus on en a pour combien d'années de thérapie? Je veux dire, c'est inouï. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe, cette banalisation de cette confusion qui existe dans ces textes. Alors, l'un des marqueurs de la perversion, c'est la confusion. Donc à partir du moment où c'est confus, on dit tout et son contraire, on a des textes extrêmement paradoxaux, eh bien nous sommes dans des textes pervers. Et c'est pour ça que moi personnellement je pense qu'il faut éradiquer le terme d'éducation sexuelle et d'éducation à la sexualité qui ouvre des permissivités psychiques, comme si l'adulte avait à transmettre quelque chose de la sexualité à l'enfant, alors que si on parlait de prévention et de protection, et d'ailleurs dans différents champs, hein, sur les drogues, sur les accidents de la route, enfin, il y en a beaucoup de matières de prévention pour les enfants. Ben, ça n'ouvre pas les mêmes circuits. Et d'autre part, ces textes, pour moi, sont à jeter à la poubelle. Ils sont extrêmement graves, c'est extrêmement grave. Alors pour repréciser un point, c'est pas tout à fait dans la suite là, mais sur les histoires de développement, il y a aussi le fait qu'il y a une grande variabilité dans les développements individuels. L'âge de la marche, pour reprendre à ce niveau-là, c'est entre 9 et 18 mois, ce qui n'est jamais, par un bébé qui vient naître, que le double, hein, entre 9 et 18 mois. Ces variabilités individuelles, elles se retrouvent dans tous les secteurs du développement, et y compris au niveau de la sexualité. C'est-à-dire que vouloir enseigner, apprendre, on a déjà dit un mot sur ce que c'est que l'apprentissage de la sexualité. Ça ne s'apprend pas, ça se développe. Mais en même temps, à une trentaine, voire plus d'enfants, c'est quelque chose de parfaitement irréaliste et pas adapté du tout à la variabilité des enfants. Effectivement, il y a de la pornographie, il y a des choses comme ça. Donc on peut les aider et les protéger à ce niveau-là, pas seulement d'ailleurs au niveau pour protéger les enfants, les jeunes en particulier, hein, avant la puberté. Je pense qu'il faut que les adultes prennent leurs responsabilités. On ne peut pas charger les enfants qui ne savent pas ce que c'est que la sexualité de se protéger eux-mêmes de la sexualité.
Vous voyez, il y a un petit problème. Il faut qu'on mette réellement des barrières au contenu pornographique sur les téléphones, qu'on aide les parents pour ça. Les parents, ils sont demandeurs de ça. Qu'on les aide à protéger leurs enfants. Ils ne savent pas très bien, etc. Oui, voilà. C'est là qu'on peut réellement faire de la prévention, à mon avis. Et on a eu ce cas-là, dans une école près de Saint-Étienne récemment. Alors là, c'était des élèves qui étaient plus jeunes, hein, qui étaient en CM1, je crois, ou CM2, enfin à peu près 9-10 ans, et qui ont eu un cours d'éducation à la sexualité dispensé par une infirmière qui était venue pour ça. Et je crois que 2 associations, les Mamans Louves et SOS Éducation, ont rapporté que finalement plusieurs enfants avaient fait part de leur désarroi à l'issue de ce cours vis-à-vis de ce qu'ils avaient pu entendre, qui n'était manifestement pas adapté à leur âge. Ben c'était couru, c'était évident. C'est malheureux que nous ayons à attendre des victimes pour commencer à prendre conscience d'un problème sur lequel Régis Bruno et moi alertons depuis des années. Et malheureusement, je pense que nous allons devoir attendre encore bien plus de victimes. Et là, il faut qu'effectivement les psys puissent avoir le courage de signaler, comme l'a fait ma collègue Amandine Lafargue, les différentes problématiques traumatiques rencontrées chez les enfants. Il est bien évident qu'il y a plusieurs problèmes. Donc encore une fois, le traumatisme créé par la divulgation de contenus à caractère sexuel qui normalement doivent rester dans le monde adulte et donc là sont divulgués par une personne ayant fonction d'autorité auprès des enfants, mais également auprès d'enfants qui sont à des niveaux, même s'ils ont le même âge, complètement différents d'éveil ou de conscience ou de développement. Et également dans des groupes, comme l'a dit Régis, c'est-à-dire qu'on est dans une effraction de l'intime, et tout ceci soutenu par l'État. Donc l'État cautionne l'effraction de l'intime. On le voit avec le site On s'exprime, dont j'ai beaucoup fait l'analyse dans mon livre, qui est extrêmement problématique. C'est-à-dire que l'État incite, en fait, à cette effraction de l'intime. On comprend bien les enjeux derrière, hein, parce que plus on effracte l'intime, plus on fait des citoyens et on crée des citoyens dociles. Donc pour vous, finalement, c'est pas le rôle de l'État de dispenser ce genre d'enseignement, c'est plutôt quelque chose à réserver aux parents, finalement? À la sphère intime, c'est-à-dire, c'est pas uniquement les parents, mais ça peut être un accompagnement aussi avec le médecin de famille, voilà, comme on le faisait auparavant, et selon surtout le développement de l'enfant. Ou un psy qu'on va consulter pour et dans un une partage, aide à la parole. Et dans un partage, c'est-à-dire que rendre ça obligatoire par des éléments extérieurs à la famille, d'une qualification sur des grands groupes, c'est totalement inadapté. C'est-à-dire que les parents demandent, en tant que pédiatre, les parents nous demandent souvent une délégation, parce qu'ils ne se sentent pas en compétence de comprendre pourquoi leur enfant a de la fièvre, je ne sais pas quoi, etc. Donc à ce moment-là, on n'est pas quelqu'un, en tant que pédiatre, qui va imposer quelque chose aux parents. Il faut comprendre qu'on est simplement une délégation, les parents nous donnent une délégation de compétences. C'est-à-dire qu'ils disent, dans ce domaine-là, je ne suis pas capable d'aider mon enfant comme je voudrais, ou je ne me sens pas capable, etc. Et donc j'ai besoin d'une aide. Alors si c'est dans ce contexte-là, oui. Et puis il faut l'adapter à ce moment-là en fonction de chaque famille, de chaque contexte culturel aussi. J'oubliais de le dire tout à l'heure, je veux dire que ce n'est pas la même chose en fonction de l'histoire familiale, du contexte culturel, socio-culturel, et qu'il faut tenir compte de tout ça. Donc ça ne peut être que dans un échange et un partage avec la famille, les enfants. Tout à l'heure je vous parlais, vous dites des enfants de CM1, ben oui, c'est souvent pendant ce moment-là qu'il y a le plus d'histoires, de curiosité, etc. Bien sûr que c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler des choses, mais ça dépend des familles et du contexte culturel. Alors l'OMS se moque gentiment, enfin plus ou moins gentiment, du mythe de la cigogne, dans le texte, là, etc. Mais c'était quoi le mythe de la cigogne? Bien sûr, ça peut faire rire, mais on parle du mythe de la cigogne chez les petits, hein, avant l'âge de raison. Là aussi, il y a quelque chose qu'il faut avoir dans l'idée, c'est qu'avant
l'âge de raison, 7 ans, c'est-à-dire quelque chose qui a été objectivé par les études de Piaget, les opérations concrètes, etc. et tout. Eh bien, avant, on est dans la pensée magique. Et qu'est-ce que ces textes, l'histoire de cigogne, ou des choux, des roses, des machins, etc., ça fait sourire, mais c'était une façon de protéger leurs enfants d'un traumatisme. Voilà, pour être clair, je ne suis pas freudien, mais Freud avait quand même alerté sur le danger de la scène traumatique. C'est-à-dire que pour Freud, c'était clair que d'assister au coït de ses parents, c'était un traumatisme. Je veux dire, voilà, c'est-à-dire c'est connu. Et de sexualiser les enfants également. Voilà, il le dit clairement dans ses textes. Donc que l'éducation. C'est connu depuis longtemps. Et je dis ça aussi parce qu'il y a une espèce d'interprétation frauduleuse des textes de Freud. Textes de Freud, absolument. On se base, là aussi, les fondements scientifiques, entre guillemets, ça serait peut-être Freud. Mais pas du tout. C'est frauduleux, là. Non, il dit bien il écrit clairement que l'éducateur doit conduire l'enfant à ériger les digues que sont le dégoût, la morale, la pudeur, et qu'il sait intuitivement qu'il ne faut surtout jamais parler de sexualité aux enfants. Et on cite Freud frauduleusement sur l'enfant pervers polymorphe. Le texte exact, c'est l'enfant sous l'effet de la séduction des adultes peut devenir pervers polymorphe. C'est-à-dire, s'il a été séduit sexuellement, il peut devenir pervers. C'est donc absolument l'antithèse. Donc quand on voit des textes, même des rapports de ministères, je veux dire, ils ont zéro scientificité. Enfin, il n'y a aucun fondement, c'est du trafic de textes. Et il y a aussi une idée très commune, très répandue, mais qui demanderait une vérification scientifique, qui est que quelque chose d'éducatif pourrait être préventif. Oui, probablement, mais il faut le montrer. Et en particulier qu'une éducation comme ça, inadaptée par la façon dont elle est faite, par les gens qui la font, par l'âge de l'enfant, pourrait être préventive. La meilleure des préventions, c'est tout simplement l'accompagnement des adultes et la vigilance sur les enfants. Et les adultes aujourd'hui se déresponsabilisent énormément. On apprend régulièrement des faits qui se passent dans des écoles et on se dit mais où sont les adultes? Pourquoi ne sont-ils pas en train de protéger les enfants? Pourquoi s'est-il passé ceci ou cela, ou tel harcèlement, ou tel viol, ou telle fellation entre guillemets entre enfants, etc. dans les écoles? Où sont les adultes? Donc il y a une délégation à l'enfant de la responsabilité de l'adulte. Une fois que je t'ai fait la prévention ou le protocole, tu es responsable. On l'a vu avec ce qui s'est passé avec le Dalai Lama, au-delà du fait qu'on nous a expliqué que c'était culturel, etc., quand le Dalai Lama a embrassé avec la langue un enfant, il y a eu toute une promotion sur les réseaux sociaux des droits sexuels en indiquant que si l'enfant avait eu connaissance de ses droits sexuels, il se serait défendu. Non, il y a une assemblée d'adultes et aucun adulte ne le protège de cette intrusion complètement perverse en fait. Donc c'est pas à l'enfant d'assumer sa propre protection. Et sur cette notion du consentement, vous rappelez aussi, Ariane, dans votre livre, les prises de position de plusieurs intellectuels français dans les années 70 qui militaient ouvertement pour la décriminalisation des relations sexuelles entre adultes et mineurs, en invoquant justement cette notion de consentement. La question du consentement libre et éclairé signifie que nous avons terminé notre maturité psychique. C'est normalement ce qui donne aussi accès au droit de vote. Et cette maturité, elle n'est pas présente chez l'enfant. L'enfant, il a une première période de développement psychique où il est effectivement dans la pensée magique. Et donc ce besoin absolu de l'adulte de lui, comme on voit dans ses textes, de lui inculquer les bons mots de la bonne sexualité, c'est traumatique. De toute façon, rien que ça est traumatique comme Régis l'a expliqué. Ensuite, le deuxième besoin de l'enfant avant la puberté, c'est d'inscrire et de développer sa logique. Et c'est la raison pour laquelle, anciennement, on développait la grammaire, les mathématiques, etc. en école primaire. C'est pas du tout d'être dans la sexualité. Et ça construit un psychisme. Il y a des règles de construction psychique et de destruction psychique. On fait pas n'importe quoi. Et là, le mot qui est utilisé par l'OMS, masturbation, c'est déjà un mot de la sexualité des adultes qui est appliqué aux bébés.
En fait, le bébé, bien sûr, les jeunes enfants, vous savez tous comment c'est, hein, ils se tripotent. Mais se tripoter ou regarder comment est fait la petite voisine, mais se tripoter, c'est pas de la masturbation. Quand l'enfant regarde la petite voisine, c'est pas du voyeurisme. Le gamin de 3-4 ans, il est curieux, il regarde comment sont faits les autres. Et vous savez tous, tout le monde sait comment, qu'est-ce qui les intéresse à ce moment-là, hein, vers 2-3 ans. Mais c'est pareil, pour acquérir la propreté, il y a aussi un modèle développemental. Il faut qu'on maîtrise parfaitement le bas du corps. On ne devient pas propre, sauf par un dressage, avant l'âge de la marche. Et même un peu plus tard. Hein. L'âge d'une marche bien autonome, c'est souvent 1 an et demi. Hein, voilà. Et la propreté, ça vient après 2 ans. Hein. Parce qu'on maîtrise bien son corps, on sent bien son... Quand je dis maîtrise, c'est pas un mot d'adulte là aussi, il est à l'aise dans son corps, c'est plutôt ça qu'il faut dire, etc. Et donc, qu'est-ce qui les intéresse vers 3 ans ? Il suffit d'aller à la maternelle, etc. Pipi, caca, caca, boudin, etc. Tout ce qui les intéresse à ce moment-là, et leur sensorialité, elle est là. Donc si en plus on leur apprend à ce moment-là qu'on peut mettre le pipi dans les fesses ou des choses comme ça, enfin le pipi, le fait pipi, hein, excusez-moi, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est comme ça qu'ils comprennent, eux, hein. Eh bien, il y a une espèce de confusion entre le contrôle sphinctérien et ce qui sera plus tard la sexualité, qui ne paraît pas vraiment de bonne loi. Alors pour parler de fellation, et là aussi et de protection des enfants, et ça montre bien que tout ce qui peut être du niveau information peut devenir passage à l'action. J'ai été confronté, alors pas dans une histoire d'expertise, mais dans mon exercice quotidien de pédopsychiatre, à là aussi un effet de groupe, des petits garçons qui se faisaient des fellations entre eux dans les toilettes de l'école. De l'école, moyenne section de maternelle. Et ce n'est pas du tout exceptionnel, puisque l'année dernière, j'ai eu à intervenir à la demande d'éducateurs de Paris-Est, et ils avaient visiblement exactement été confrontés à la même chose, même type, etc. Alors bien sûr, là, ce n'était pas une séance d'éducation scolaire, mais c'était un des gamins qui avait vu, alors comment, c'était difficile à savoir exactement, ça, de la part d'adultes. Probablement, enfin c'est ce qu'on nous avait raconté, on est bien obligé de le croire, qu'il avait vu ça au cours d'une séance de film porno, film cochon, à la maison. Hein, vous savez, voilà. Et donc, comme toujours, on vous dit, l'enfant, il dormait, il était dans sa chambre, puis il dort, il est dans sa chambre, c'était des gamins de 4-5 ans, il entendait le bruit, etc. et tout, donc ils sont allés voir, hein. Il y en a un qui est allé voir, pas tous les gamins, mais il y en a un donc, dans sa famille qui était allé voir, et après, qu'est-ce qu'il a ? Il a un rôle de leader dans la classe. Lui, il sait. Il reproduit, il imite. Et donc il reproduit avec les autres, enfin avec ceux qui se laissent faire. Et les autres sont attirés, lui il sait, etc. Et tout. Alors ils savent bien que c'est un jeu interdit. Hein, oui, ça se fait dans les toilettes, à l'abri, c'est souvent comme ça. Les gamins, vous savez, ils adorent. Hein. Quand il y a un truc, donc ils savent que les adultes ne sont pas très contents, ils se cachent un peu derrière un buisson, derrière les toilettes, etc. Et tout. Mais on voit bien comment, dès qu'il y en a un qui peut voir quelque chose, etc., et le rôle quand on connaît les modes de pensée de l'enfant, c'est la suggestibilité, l'imitation, la curiosité. C'est sûr que si vous leur montrez sur un dessin, bien propre, bien gentil, etc., voilà comment le papa met la petite graine à des enfants de l'âge que vous dites, là, de 7-8 ans, etc. Si vous leur montrez comment le papa met la petite graine, mais très en détail, la petite graine dans le ventre de maman, vous avez une chance qu'ils essaient quand même de le faire, quoi. En clair, l'enseignement de la sexualité va pousser les enfants. C'est une information qui est une incitation, en fait. C'est une initiation à la sexualité, c'est une incitation. Alors, vous soulignez aussi dans ces textes, notamment la déclaration des droits sexuels de la Fédération internationale pour la planification familiale, en fait, qu'ils contiennent un fort centrage sur l'idéologie du genre. Alors, en France, on a la circulaire Blanquer qui a été publiée en septembre 2021 et qui donne d'ailleurs la consigne au personnel éducatif de garantir les conditions d'une transition sociale choisie par un mineur,
qui précise que la prise en considération de l'identité de genre revendiquée de la part d'un élève ne doit pas être conditionnée à la production d'un certificat ou d'un diagnostic médical ou à l'obligation d'un rendez-vous avec un personnel de santé. Est-ce que pour vous, ces questions liées au genre et à l'identité sexuelle ont leur place à l'école? Et est-ce que les enfants disposent des ressources nécessaires pour en appréhender les enjeux de manière libre et éclairée? Alors, je crois que c'est très important qu'on revienne sur le développement psychique de l'enfant. Le développement psychique de l'enfant, au départ, tout est confus. C'est-à-dire que la question, c'est que pour l'enfant, il va petit à petit développer une clarification de sa propre place au sein de la famille, sa propre place par rapport aux autres. Et tout ceci, ça va prendre plusieurs années. Notamment, vers 4 ans, il va vraiment prendre conscience qu'il est soit un garçon, soit une fille. Et qu'il ne peut pas être tout à la fois. Et ce « il ne peut pas être tout à la fois » va avoir pour répercussion une inscription en lui de ses propres limites. Et c'est extrêmement important psychiquement de connaître ses propres contours et ses propres limites pour justement sortir de la posture de toute puissance qu'on voit aujourd'hui fleurir chez de nombreuses personnes, en particulier les dirigeants, c'est-à-dire de la tyrannie. Alors, c'est aussi une condition d'accès à l'altérité, parce que si je suis un petit garçon et que l'autre n'est pas fait pareil que moi, je suis malgré tout obligée d'abord de considérer que je ne suis pas tout, et je vais devoir faire un chemin vers l'autre qui n'est pas du tout pareil que moi. Donc c'est le développement de l'empathie et de l'altérité. Tout ça, ça fait partie des piliers de la construction psychique, comme l'interdit de l'inceste, comme l'interdit du meurtre, comme la différence des générations. Cette différence des sexes, vous constaterez que l'OMS, c'est précisément à cet âge-là qu'elle a prévu d'enseigner les identités de genre. De même qu'elle a prévu d'enseigner les relations sexuelles au moment où nous, on considère que c'est une période de latence, c'est-à-dire où il ne faut surtout pas parler de sexualité à l'enfant, parce qu'il est en train de se secondariser. Parce que pour vivre en société, on a besoin d'être secondarisé, c'est-à-dire d'avoir développé la rationalité, d'avoir développé des processus qu'on appelle, nous, de symbolisation et de sublimation, et de ne pas être dans des pulsions primaires, je fais ce que je veux, quand je veux. Donc, quelque part, à l'étude de ces programmes de l'OMS, il m'est apparu que l'OMS connaissait redoutablement bien le psychisme de l'enfant pour faire exactement tout le contraire de ce qui doit être fait à l'âge où ça doit être fait. Donc ça, c'est une première problématique. Deuxièmement, je pense que nous avons affaire à une idéologie qui est née dans l'Institut Kinsey avec John Monnet, le créateur du genre. Cet homme a opéré et mutilé, il me semble que c'était deux garçons, et la suite, ça a été le suicide. Donc en fait, ce sont des mutilations pour la promotion, en tout cas, des opérations. Ce sont des mutilations matérialisé dans le corps à un moment où l'enfant est à peine en train de prendre conscience de son développement psychique. Et pour prendre conscience et pour inscrire son identité sexuée, il est obligé d'aller chercher un petit peu d'explorer, on va dire. C'est comme quand l'enfant découvre la différence entre la vérité et le mensonge, il va se mettre à mentir. Donc là, c'est comme si il est menteur. Non, il est en train d'expérimenter, en fait. Donc évidemment, la petite fille va dire moi, je voudrais les cheveux courts comme le garçon. Elle est en train d'expérimenter par rapport à sa différence qu'elle est en train d'intérioriser et de conscientiser. Et le petit garçon va dire moi, je veux jouer à la poupée, etc. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec des expérimentations qu'ils ont besoin de faire au niveau de leur développement. Mais le développement n'est pas du tout fini. Le développement sera fini, encore une fois, le psychique sera fini à l'âge adulte. Et en attendant, on a besoin d'expérimenter différents, sans qu'il y ait une implication immédiate de mutilation sur le corps. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'enfant, il se développe aussi en faisant des essais, en basculant comme ça un peu. C'est tout à fait banal qu'un petit garçon ait eu envie d'être... si j'étais une fille, ça serait mieux parce que... voilà. Et puis la petite fille, si j'étais un garçon, oui, ça serait mieux parce que je pourrais faire ceci ou je pourrais faire cela. Mais ça ne veut pas dire... C'est pas à prendre au pied de la lettre comme une détermination constitutionnelle d'emblée.
C'est tout à fait banal au cours de l'enfance que les enfants, ils essayent de se positionner dans un sens, dans l'autre, etc. Alors il faut quand même dire une chose très claire. On peut changer d'anatomie, mais on ne peut pas changer de sexe. Le sexe, il est inscrit dans toutes nos cellules, dans les milliards de cellules qu'on a. Chacune de ces cellules est inscrite notre sexe est inscrit sur les chromosomes XY ou XX. Personne ne peut changer ça dans l'état actuel de la science et des connaissances. Voilà. Donc il faut quand même être clair, on ne peut changer d'anatomie, très peu de physiologie, la greffe d'utérus, non. La physiologie du plaisir sur des organes modifiés, je ne suis pas du tout persuadé que ça soit la même que sur des organes sexuels non modifiés. Mais changer de sexe sur nos cellules, on ne peut pas. Et toute la médecine, d'ailleurs, continue à être obligée de tenir compte du sexe biologique. Je veux dire que vous avez beau être transgenre, si vous êtes un homme, eh ben, vous avez une prostate pour l'instant. Et que si vous voulez comprendre les troubles éventuellement de cette personne, il faut tenir compte qu'elle a une prostate, des troubles urinaires ou autres. Et quels sont les risques de ces enseignements justement liés à la théorie du genre sur les enfants en fait? Si on met entre parenthèses les orientations idéologiques vers les mutilations, c'est introduire davantage de confusion en réalité. C'est-à-dire, à un moment où nous, les adultes, on doit aider petit à petit les enfants dans leur développement à se clarifier les idées sur quelle est leur place. Il y a une origine, ils ont eu des parents qui ont eu des parents. Donc c'est ces 4 piliers, ce que j'appelle moi les 4 piliers de la civilisation, interdit de l'inceste, interdit du meurtre, différence des générations et différence des sexes. Une construction psychique qui tient la route, elle doit avoir intégré ces 4 piliers. Si elle ne les a pas intégrés, eh bien, ça donne à minima des constructions psychiques très instables. Donc c'est vraiment... il y a de grands dangers d'entraver, en fait, encore une fois, le développement psychique harmonieux de l'enfant. Et le risque, mais qui n'est pas un risque virtuel, qui existe, qu'on a déjà vu, que l'enfant, quand il est adulte, enfin, ou quand il se pose des questions sur ce qu'il a subi, trouve qu'il a été abandonné par les adultes, qu'on ne l'a pas protégé à ce moment-là. Et c'est une réalité, il y en a qui témoignent de ça, et que c'est donc le sentiment d'avoir été lâché par les adultes. Et c'est un traumatisme psychique les traumatismes psychiques, on n'en est pas conscient tout de suite. Hein. Si vous avez un accident de voiture quand vous êtes enfant, crac, la jambe est cassée tout de suite. Tandis que les traumatismes psychiques, vous pouvez ne pas vous rendre compte du traumatisme au moment de l'enfance, parce que vous êtes dans l'enfance, justement. Et que c'est après, au moment où vous êtes adulte, que vous vous rendez compte de tout le sens que ça avait, de ce que c'était, et de la souffrance que ça peut amener à ce moment-là. Donc voilà. Alors Ariane Biran, vous expliquez aussi que vos critiques sur les textes de l'OMS et de l'IPPF vous ont valu des représailles violentes et brutales. Vous dénoncez une police de la pensée qui empêche tout débat et vous précisez que de nombreux professionnels de santé ont peur de s'exprimer sur ces sujets. Comment cette police de la pensée opère-t-elle ? De quoi est-elle le nom et comment finalement mettre fin à cette omerta ? Alors, elle opère de plusieurs manières. La première, c'est la censure. C'est-à-dire qu'il y a une réelle... alors en particulier sur Internet, etc., mais il y a une censure. Cette censure, elle est directe ou indirecte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte qu'aller critiquer l'OMS, c'est inconcevable pour la majeure partie des gens. L'OMS étant considéré être un organisme qui nous veut du bien, et donc il y a une censure aussi conformiste. Hein. C'est pas seulement une censure de la part de lobbies, etc., qui peuvent être tout à fait actifs.
Il y a une censure médiatique, ça c'est évident, avec un mélange de vrai et de faux, et énormément de propagande en faveur de cette sexualisation de l'enfant. Il y a dans les représailles, en tout cas dans moi ce que j'ai vécu, j'ai reçu des menaces de mort, des représailles sur mes proches, mon environnement familial, et également des espèces d'armées de trolls sur Internet où dès que vous publiez quelque chose, vous vous faites assaillir ou calomnier ou discriminer. Alors par exemple, là j'ai subi dernièrement effectivement des sortes d'articles extrêmement diffamatoires, disons que j'étais une personne complotiste, extrême droite, etc. Ce qui était drôle par contre dans cet article, c'était que il citait des passages de l'OMS, on dit ces passages sont vrais. Donc ça c'était assez drôle, mais il y a aussi tout un mouvement de calomnie qui vise à indiquer que cette personne est infréquentable. Et au point où, personnellement, je suis sortie des réseaux sociaux parce que c'était ingérable. Dès que je publiais quelque chose sur les droits sexuels, j'avais immédiatement, dans la minute qui suit, des soldats informationnels ou désinformationnels qui venaient contredire ce que j'étais en train de dire ou tenter de l'invalider, etc., au nom de l'idéologie. Donc ça pose la question des lobbies derrière qui sont là. Il faut savoir aussi que derrière cette éducation sexuelle, ces droits sexuels des enfants, il y a énormément de business. Et notamment sur l'accès à la pornographie. Donc il y a énormément de financements qui proviennent de l'industrie pornographique sur l'éducation sexuelle pour mener les enfants de plus en plus jeunes à visualiser de la pornographie. Ça c'est assez clair. Et il y a aussi la fabrication du futur consommateur de la pornographie. Donc on l'a dit, tout à l'heure, la question du traumatisme infantile va entraîner des addictions, et notamment des addictions à la pornographie. Donc, il y a un lien très clair. Ce lien très clair, Judith Reisman en avait déjà parlé, et elle a gagné son procès contre Playboy, parce qu'elle avait dénoncé la diffusion d'images pédopornographiques. Donc, il y a un grand négoce derrière aussi, qui est là. Tout le monde sait plus ou moins que commencer à dénoncer des lobbies pédophiles, c'est s'attirer une quantité de problèmes. Néanmoins, je crois que Régis Bruno et moi, nous n'avons aucune envie en fait de mettre le nez dans ces textes sordides, etc. Mais nous le faisons par devoir moral, et quand on est un professionnel, on a quand même une responsabilité. Déjà en tant qu'adulte, on a une responsabilité morale, mais en tant que professionnel, on a un devoir professionnel. Donc je crois que c'est tout de même assez regrettable. Moi, ce que j'ai beaucoup vécu de la part des professionnels, c'est cette idéologie de la bonne éducation sexuelle et du gentil planning familial. Or, on sait par exemple que le planning familial refuse de poser un âge limite minimum à la sexualité. Donc c'est problématique, et ça devrait pouvoir être dit. Sauf qu'il y a toujours la peur de briser le consensus, et donc à partir de là, qui ne dit mot consent en fait. Qui ne dit mot consent sur toutes ces questions. Et je me rappelle avoir même contacté des collègues qui étaient des militants anti-pédophilie, vraiment, qui avaient toutes les compétences pour voir dans ces textes ce qui se passait, et qui ont refusé d'aller mettre le nez dans ces textes parce que c'était l'OMS. Est-ce que vous écrivez dans votre livre L'imposture des droits sexuels que finalement cette sexualisation des enfants, elle s'inscrit à la fois dans le cadre d'un projet marketing, ce que vous disiez, il y a des sommes d'argent derrière, aussi un business important, mais aussi d'un projet de soumission de masse par les traumatismes sexuels infantiles. Et vous évoquez d'ailleurs un nouveau visage du totalitarisme mondial qui consiste à séduire les enfants, à les plonger dans l'indifférenciation sexuée et la confusion. Et vous dites que ces droits sexuels finalement risquent de faire régresser la civilisation dans le chaos et la barbarie, avec des êtres traumatisés à la racine, prisonniers de leurs pulsions sexuelles et marchandant leur corps dans le sexe. Alors,
Pour vous, quels sont les véritables objectifs de cette promotion des droits sexuels et de l'éducation à la sexualité des enfants? Et en quoi tout cela peut-il s'inscrire dans un projet plus vaste, un projet totalitaire selon vous? Le projet totalitaire, il est globalement assez assumé aujourd'hui, depuis qu'on a vécu cet épisode politique depuis 2020. Il y a eu des discours très clairs de Klaus Schwab ou de Harari sur la mise en place d'un totalitarisme mondial. Comme ce sont les mêmes instances, on peut quand même se poser la question, effectivement, de ce volet de la sexualité on pourrait d'ailleurs parler de la reproduction aussi, parce qu'il y a le droit sexuel et reproductif dans la mise en place de ce totalitarisme. Le totalitarisme, c'est un système politique qui vise la domination sur la vie intime des sujets. Donc il n'y a pas plus évident qu'une domination sur la vie intime que d'aller se mêler de la sexualité des citoyens. Je crois que c'est quand même pas normalement le rôle de l'État ou le rôle de la politique. Au contraire, la sphère intime doit être préservée et la sphère publique et politique, c'est encore autre chose. Dans une démocratie normale, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. À partir du moment où on est dans la confusion des deux, on est dans un État totalitaire. Cette expérience de masse, cette expérimentation de masse, qui est à la fois une expérimentation psychique et malheureusement médicale, puisqu'il s'agit maintenant d'aller promouvoir des opérations de changement de sexe sur les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, on va traumatiser l'ensemble des psychismes, en particulier infantiles, et avec force propagande, pour obtenir davantage de conditionnement psychique et de sujets dociles ou dissociés, qui ne sont plus du tout en capacité évidemment de s'opposer et de développer un esprit critique. C'est extrêmement grave. Ce qui est extrêmement grave, c'est la diffusion de l'idéologie. C'est-à-dire que les gens sont désormais porteurs de cette idéologie de l'enfant sexualisé et vont même la relayer en croyant bien faire. C'est-à-dire que l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Et c'est là que nous devons agir dès la racine. Je crois que c'est très important. Mais ce qu'il faut bien comprendre à travers ces droits sexuels, c'est que les parents n'ont effectivement plus les prérogatives de protéger leurs enfants et que même il y a une transgression très claire de ce droit parental, de ce droit de la famille au profit d'un État. Alors, d'un État mondial totalitaire. Le totalitarisme, il instrumentalise toujours les enfants, il va toujours chercher les enfants, et en particulier les adolescents, pour créer de la division contre la génération d'avant. Et c'est toujours à la faveur d'un endoctrinement de masse. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enseignants qui viennent me dire leur désarroi de voir des adolescents emprunter un nouveau vocabulaire, une nouvelle langue à laquelle ils ne comprennent rien, et qui coupe bien sûr la transmission entre la génération d'avant et la génération d'après. Et on sait que le totalitarisme, il est toujours dans cette ambition de fabriquer un homme nouveau, un espèce de surhomme, avec des... Évidemment, l'autre catégorie, c'est les sous-hommes, il y a les utiles, les inutiles, etc. Et ce transhumanisme, il entend être libéré, entre guillemets, des contraintes de la reproduction, de toute forme de contrainte, en fait. De toute façon, la question du caractère totalitaire, c'est qu'on a affaire à une psychose paranoïaque. La psychose paranoïaque, on le sait dans la psychopathologie depuis au moins deux siècles, c'est une psychose qui est dans l'indifférenciation sexuée, qui est dans l'indifférenciation parce qu'elle est dans la toute-puissance. Donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas de finitude, il n'y a pas d'altérité, etc. Donc je ne sais pas comment on va rattraper déjà les dégâts actuels, mais je dirais que par rapport aux dégâts futurs, je suis très inquiète. Et alors peut-être pour conclure, quel est le point le plus important que nos auditeurs devraient retenir de cet entretien selon vous? L'enfant n'a pas de sexualité. L'enfant n'a pas de sexualité. C'est un être en développement et on doit l'aider dans son développement pour ses amours futurs, mais il n'est pas encore à l'âge de concevoir ce qu'est la sexualité.
Et ce sont peut-être toutes ces formes d'expérimentation extrêmement dangereuses sur les enfants. Les enfants ont besoin de développer leur imaginaire, de développer l'accès à une dimension du merveilleux, du rêve, du désir au sens large. Et nous sommes en train de faire absolument tout le contraire. Et pas seulement dans le domaine des droits sexuels, mais quand on voit le niveau de maltraitance depuis 2020 sur les enfants, avec des adultes et des discours médiatiques et politiques qui visent à culpabiliser les enfants et même à les transformer en assassins de leurs grands-parents, je crois qu'on est vraiment à un niveau d'exposition et de maltraitance sur lequel il faut absolument que nous nous interrogions. Pour que cette société redresse la barre et revienne à une protection saine des enfants qui sont les générations futures. Merci beaucoup à tous les deux pour votre éclairage. Merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir permis de parler aux gens, quoi, finalement. C'est ça, tout simplement.